HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur HK6 Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. La classe politique salue l'annonce de l'opposition congolaise qui voudrait rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi pour lui suggérer des réformes institutionnelles nécessaires. Les leaders de la plateforme Lamuka marquent une avancée considérable après avoir été divisés sur la légitimité de leurs anciens compagnons dans les combats pour l'alternance. Une position saluée par les acteurs politiques. Clotilde Munga, un membre du Front commun pour les Congo, au micro de Magen Débat. On dit que la politique est dynamique et il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mieux vaut dialoguer. Bon, je crois que les opposants ont analysé l'opportunité pour rencontrer le chef de l'État et qui l'ont situé après la mise en place du gouvernement. Et s'ils envisagent de réformes, ils pourront dire sur quel point ils voudraient le faire. Mais par rapport au temps tel que la loi fondamentale le prévoit, la session de septembre, elle est essentiellement budgétaire. S'il y a de la matière que le chef de l'État doit référer au Parlement, là, l'opportunité ne s'y présente pas. Mais voyons ce sur quoi ils basent leurs requêtes et on pourra l'insérer dans le temps et dans l'espace. Et puis à La Haye, Bosco Ntaganda a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice, aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué un rôle déterminant selon la CPI dans les atrocités commises en 2002 et 2003 à Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. De précision dans cet élément de Julienne Kishiko Sanga Chancel. 18 fois coupable des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, Bosco Ntaganda a écouté sans scier le verdict prononcé lundi 8 juillet par les juges de la Cour pénale internationale. Ancien commandant en second de la branche militaire de l'Union des patriotes congolais, l'une des nombreuses milices actives dans l'est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Le milicien d'origine rwandaise a été reconnu coupable de meurtre, tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, attaque contre des civils, transfert forcé des populations, pillage, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et attaque contre des biens protégés. Une longue liste de crimes lus à l'audience par le juge président Robert Frem sous le regard grave du condamné. À 45 ans, le Terminator, ainsi surnommé pour la violence de ses faits de guerre, compte une longue carrière de milicien, débutée lorsqu'il avait rejoint la rébellion de l'armée patriotique rwandaise à l'âge de 17 ans. Il n'a ensuite jamais cessé de faire la guerre, émergeant au sein des différentes milices qui sillonnent l'Est congolais. Mais les accusations de la Cour ne portaient que sur les crimes de 2002 et 2003 et ne font notamment l'impasse sur ses responsabilités à la tête du M23, mouvement du 23 mars, une rébellion soutenue par les Rwandais dans les provinces du Kivu, dans l'est de la RDC. Au gouvernorat des provinces, le vice-gouverneur Jean-Claude Konfoa Kumumba, au nom du gouverneur de province, présidait la réunion du Conseil provincial de la sécurité. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. En voici les comptes rendus lus par le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, Bobo Maloulou Kalungwe, au micro de Martin Cépé et Bati Baroko. Compte rendu de la réunion du Conseil provincial de sécurité de ce lundi 8 juillet 2019. Monsieur le vice-gouverneur de province, son Excellence Jean-Claude Konfoa Kimimba a convoqué la réunion du Conseil provincial de sécurité. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1.
évaluation de la situation sécuritaire de la province. Et 2, divers. Après avoir passé en revue la situation sécuritaire de la province, il se dégage que celle-ci demeure relativement calme, en dehors de quelques poches d'insécurité déplorées notamment à Lubumbashi et à Sakanya, où des inciviques se sont illustrés par des actes de criminalité. À cet effet, le Conseil a recommandé aux services de sécurité de tout mettre en œuvre pour renforcer les mesures sécuritaires d'une part et rechercher et mettre hors d'état de nuire les groupes d'inciviques qui ont semé la désolation dans certains quartiers de la ville de Lubumbashi et à Sakanya. Parallèlement, le Conseil a instruit les officiers de police judiciaire en charge des différents dossiers où sont impliqués les agents et fonctionnaires d'agir en toute impartialité et de déférer les inculpés auprès des juridictions compétentes. S'agissant des cas d'agression et de tracasserie des conducteurs de taxi-moto, le Conseil a une fois de plus chargé le maire de la ville de Lubumbashi ainsi que les animateurs des commissariats urbains de la police nationale congolaise de faire respecter la loi en la matière. En outre, le Conseil sollicite l'implication des cadres de base ainsi que des responsables des associations socio-culturelles de bien vouloir sensibiliser la population sur la dénonciation de tout mouvement suspect d'individus. Il en est de même des commandants d'unités tant de la police nationale congolaise que des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont appelés à l'encadrement moral des hommes sous leurs ordres. Dans les divers, le Conseil a examiné le cas relatif à la prise en charge des concessions et terrains vides dans la ville de Lubumbashi, souvent utilisés comme retranchement des inciviques. Ce faisant, le Conseil a chargé le maire de la ville de Lubumbashi pour des dispositions pratiques. Commencé à 11h40, la réunion a pris fin à 13h35. Je vous remercie. Et juste après, le vice-gouverneur des provinces a accordé son hospitalité à une délégation de l'église de Saint de dernier jour de Lubumbashi. Conduite par Ilunga Mbidi, la délégation a échangé avec l'autorité provinciale sur plusieurs projets de développement dans les secteurs du développement rural. Le chef de cette délégation en a parlé au micro de Martin Sepe. Nous sommes venus voir le gouverneur parce que tant dans le passé qu'actuellement, l'Église a toujours été un grand partenaire pour le gouvernement provincial. Dans beaucoup de projets humanitaires que nous avons réalisés à Lubumbashi, nous l'avons fait avec le gouvernement provincial. C'est ainsi que dans la continuité, nous avons voulu le rencontrer et voir comment on peut continuer encore comme c'était dans le passé. Nous avons parlé sur beaucoup de projets, entre autres particulièrement sur le développement rural, qui nous a beaucoup intéressés et nous pensons voir quelle pourrait être la collaboration entre l'Église et le gouvernement provincial dans le cadre du développement rural et comment aider à faire développer cela. En fait, vous savez, l'Église a une très bonne expérience dans le développement rural parce qu'à ses débuts, quand notre Église avait commencé aux États-Unis, elle avait commencé quelque part où les membres de notre Église avaient été refoulés et sont allés s'installer dans un désert qui actuellement est appelé la vallée de Solexitia, c'est-à-dire la vallée du lac Salé. Et si vous êtes au courant des Jeux olympiques, il y a quelques années qui se sont passés là-bas. Les beaux bâtiments que vous avez vus là-bas n'étaient qu'un désert auparavant, qui ont été développés par les membres de l'Église qui avaient été chassés sans rien avec eux dans leur pauvreté. Et alors nous avons une très grande expérience dans le développement rural qui peut être partagée avec les autres, bien que notre objectif c'est d'amener les âmes au Christ, mais nous pourrons aussi partager cette expérience avec les autres. En politique, le malaise qui se voit dans les regroupements politiques Alliance pour l'avenir, en sigle AAA, était au centre d'un point de presse que le secrétaire général de cette alliance de paysans et indépendants API a présidé au nom des AAA ce mardi 9 juillet. Le professeur Pascal Rukengwa a été dépêché dans les Grands Katanga pour éclairer l'opinion sur les questions d'actualité dans leur regroupement. C'est une mise au point que le présidium du regroupement politique Alliance pour l'avenir a tenu à faire pour éclairer à la fois l'opinion et certains membres qui se sentent lésés.
Bien qu'ayant le plus grand nombre des élus, le Congrès national congolais CNC de Pius Mwabilou ne s'est donc pas accaparé de tous les postes comme le prétendaient certains cadres des partis membres du regroupement. Le secrétaire général de l'Alliance des paysans et indépendants, le professeur Pascal Rukengwa, membre du présidium du regroupement AAA Barpetita, a donc été dépêché dans le Grand Katanga pour mettre fin à ce malaise. Et au cours de son échange avec la presse, il a également été question d'une mise en garde sévère de tous les membres du regroupement qui amènent le problème de leur famille politique sous la voie publique. Et je vais aussi profiter pour mettre en garde certains de membres de notre regroupement qui se laissent tenter par un désir excessif du pouvoir, qui se laissent tenter par une trop grande liberté dans l'usage de mots et de termes, et parfois même des insultes. Une telle attitude pourrait constituer une raison d'auto-exclusion. Pour le secrétaire général de API, il est inopportun de se battre sur la place publique alors que le panier continue à circuler dans leur regroupement politique, d'autant plus que dans le Lualaba, par exemple, le poste du ministre des Mines qui revient à l'Alliance pour l'avenir est occupé à ce jour par Jean-Marie Chizaïnga de l'ABD. Les démarches politiques visant la répartition des responsabilités sont du ressort du regroupement. L'Alliance pour l'avenir est donc un grand regroupement politique, membre de la famille FCC, avec 43 députés provinciaux, 22 députés nationaux, 2 sénateurs et d'autres. On poursuit ce journal en société. Les conflits parcellaires ne cessent de parler de lui. Madame Iguette Lubemba en est victime. Elle accuse un certain Kabamba ou Akabamba d'avoir falsifié les documents en vue de pouvoir récupérer 7 mètres de sa parcelle. Surprise de cet état des choses, elle implore l'assistance du gouverneur de province, Jacques Kiaboula, afin de lui sortir de cette impasse. Edouard Kaumba. Une fois, on est en train de nous réclamer une partie de notre parcelle. Un prétendu, un monsieur Kabamba ou Kabamba, vient nous dire que 7 mètres en banque, alors que nous sommes ici depuis 40 ans, on a tous nos documents. Ils sont en ordre, mais un prétendu Kabamba ou Kabamba est venu pour nous réclamer une partie en banque. Bandoukou, tu vois tout le Congolais, justice Kouapi, justice Shimameko, Yanse Kouangaria, on a bantu Babachikini. On n'a ni père ni mère. Tout ce qui est les documents d'assignation sont là. Fallait tout condamner par défaut pour les Fungula procès. Pourvu que tout le monde s'assemble dans les bois. Mais pas tout ma document. Mais on est venu, malgré que tout le monde procès, on est venu nous déguerpir. On va parler autre chose. Le directeur général de HK6 Radio-Télévision, Rodrigue Katoulou, a visité ce mardi 9 juillet les installations de Malaika Télévision. Reçu par Jean-Luc Capand, directeur général adjoint de Malaika Télévision, les deux personnalités du monde médiatique ont échangé sur leurs expériences professionnelles. Christian Mouchompa était dans la délégation. Regardez. L'échange d'expériences professionnelles avec d'autres chaînes sœurs. Le DG d'HK6 en fait son cheval de bataille. Après Dynamique Radio-Télévision, Rodrigue Katoulou a rencontré son collègue de Malaika TV. Ces deux responsables de médias ont honoré d'ambition de travailler en parfaite collaboration. Question de renforcer la confrérie. Après un bref entretien, Jean-Luc Capend, le DG de Malaika, a fait découvrir à son homologue les installations de la chaîne. Des bureaux administratifs, passant par le régie radio et télévision jusqu'au plateau, Rodrigue Katoulou s'est dit satisfait de cette visite. Il était important de nous rapprocher afin d'échanger avec les responsables. Jean-Luc Capel, qui est le directeur général, c'est un frère, c'est un ami, c'est un collègue. Donc il est tout à fait indiqué à ce que nous puissions échanger, voir comment nous pouvons échanger l'expérience entre les deux maisons, qui sont les grandes maisons de presse au niveau de la ville de Kouachi, et même de la province de Katanga. Donc nous sommes très impressionnés par la qualité du travail qui est abattu par cette chaîne. Pour sa part, Jean-Luc Capend a salué l'esprit d'ouverture
qui caractérise son visiteur. Actuellement, nous sommes en train de voir une nouvelle dynamique des médias qui vont se mettre ensemble pour résoudre les problèmes qui arrivent aux médias. Déjà avec le DG Rodrigue, on a pris rendez-vous pour joindre les autres directeurs des autres médias pour parler avec l'autorité publique afin qu'elle puisse nous accompagner dans beaucoup de choses qui sont en train de freiner l'épanouissement et le développement des médias en province, surtout les tracasseries fiscales. Donc c'est déjà un pas qui va permettre à ce que les médias puissent respirer. Quand les médias respirent, c'est la population qui se retrouve, ce sont les téléspectateurs qui se retrouvent. Ces deux jeunes directeurs se sont séparés par une note de satisfaction et espérons se revoir dans un futur prochain. On va placer un mot des sports avant de terminer complètement ce journal. La dernière confrontation de 8e de finale entre Ghana et Tunisie s'est clôturée par 3 buts à 1 nul, d'un but partout. Regardez. Avec des joueurs qui m'ont... Décevant dans le jeu et plombé par un Hakim Ziyech qui a tout raté. Dans un penalty dans les dernières minutes, les Lions de l'Atlas ont subi une immense déception en s'inclinant au tir au but face au Bénin. Un fiasco qui devrait se conclure par le très probable départ d'Hervé Renard. Et que dire alors de l'Égypte? Le ciel s'est abattu sur la tête de pharaons qui ont été punis pour leur attitude attentiste à un hypothétique exploit individuel de Salah ou de Trezeguet qui ont été sanctionnés par un but sud-africain à la 85e minute. Un drame national qui a eu de lourdes répercussions pour le football égyptien avec les limogeages du sélectionneur Javier Aguirre et la démission du président de la fédération, Hani Aborida. Dans une moindre mesure, on notera la sortie de route du Ghana qui avait toujours atteint au moins le demi-finale depuis 2008. Éliminé au tir au but par la Tunisie et du tenant du titre camerounais, mais les hommes de Clarence Seedorf ne partaient pas forcément favoris face au mondialiste nigérian qui a pris le meilleur au terme d'un match fou, 3-2. Très clairement, désormais, c'est l'Algérie. 4 victoires, 9 buts marqués, aucun encaissé, qui fait figure de grand favori pour la victoire finale, après sa tranquille victoire face à la Guinée, 3-0. Dans l'autre moitié du tableau, beaucoup mis sur les Sénégal, qui est apparu en progrès contre l'Ouganda, 1-0. D'autres 8e des finales ont débouché sur des surprises. Personne n'avait vu venir l'Afrique du Sud, léthargique en phase de groupe. Mais les Bafana ont pratiqué un football offensif et décomplexé et affiché un visage qu'on ne leur espérait plus pour faire chuter l'Égypte. Avec les Bénin et l'Afrique du Sud, on compte donc 2 sélections qui verront les quarts des finales après avoir terminé parmi le meilleur 3e en phase de groupe. Finalement, la surprise la plus prévisible était celle de Madagascar qui a éliminé la République démocratique du Congo au tir au but. En tête à 2 reprises, le Barrea ont ensuite subi face aux Léopards et l'arbitrage ne leur a pas été favorable, mais il serait très réducteur de résumer leur victoire à ce point, tant les hommes de Nicolas Dupuis ont séduit avec leur jeu sans complexe et basé sur une solidarité de chaque instant. Place au quart des finales de la CAN 2019 qui seront au programme mercredi et jeudi. Le choc de ce tour opposera l'Algérie, nouveau favori de la compétition, à la Côte d'Ivoire décevante jusque-là et qualifiée dans un tour de souris face au Mali, 1-0. Le Sénégal face au Bénin, la Tunisie contre Madagascar et le Nigeria face à l'Afrique du Sud devront rester sur leur garde malgré leur avantage sur le papier. A noter que l'assistance vidéo à l'arbitrage fait son entrée à ce stade de la compétition. Et puis la CAN 2019 de la RDC s'est arrêtée à l'étape de 8e de finale après la défaite au tir au but devant le Madagascar dimanche dernier, vous le savez, un échec qui symbolise une campagne mitigée de l'équipe congolaise à cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de 24 participants. La rétrospective de Magan Debar. 4 sorties et 7 tours. Suspendu au résultat d'autres groupes lors de la 3e journée de la phase de poule, la RDC a fini par voir les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Un 30 juin considéré comme historique, les Léopards avaient alors amené beaucoup d'espoir chez le Congolais grâce à leur large succès 4 buts contre rien contre les Zimbabwe. Mais contre le Madagascar au tour des 16e, la RDC s'estompe. Dominateur de cette rencontre, les Léopards ont penché à la finition, un défaut fatal qui le poussera à courir au score par 2 fois. Avec succès, essoufflé aussi d'un fait de match de 120 minutes avec un arbitrage défavorable, la RDC quitte la compétition suite aux infortunes de Marcel Tisserand et Yannick Yalabo-Lassier qui avaient raté leur tentative. Clap de fin pour les pays à la compétition et peut-être aussi pour les dirigeants du football, fédération et staff technique.
car la RDC ressemble au personnage des bandes dessinées Peter Pan. Considérée comme talentueuse et dotée des potentiels riches, cette sélection mène toujours des ratés de cloche au moment crucial. Ainsi, comme face à l'Égypte, l'équipe de Florent Ibenge et Kwangi a dominé une bonne partie du match sans l'emporter. Un compliment aux dieux qui accompagnent cette génération, annoncé sur le déclin et devant céder la place à la jeunesse incarnée par Jackson Moulika et l'ensemble de l'équipe olympique de Léopard. Un reportage de Magandiba rendu par Charles Mouzavo et ça sera par ici la fin de ce journal. J'ai eu le plaisir de vous le présenter. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de HK6 Télévision. N'oubliez pas que lorsque la porte est ouverte, ça ne sert à rien d'entrer par la fenêtre. Mais alors si la porte est fermée, dans ces cas, entrer par la fenêtre, c'est une détermination. À plus tard.